Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de week-end. Nous accueillerons sur le plateau ce matin deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on accueille Jacques-Guy Lafontan et Jean-Hervé Landrin. Et dans un second temps, le professeur Auguste Demisa. Avec le premier invité, on va parler de ce concert de musique classique qu'organise le Rotary Club de Pétionville, dont les recettes iront justement au profit des victimes de l'ouragan Mathieu. Messieurs, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Monsieur Landrin, bonjour. Bonjour Wendell, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là. Je voudrais saluer tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Métropole. Et vraiment un honneur d'être dans Le Point, une émission très écoutée à travers la République. Docteur Lafontan, bonjour. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir d'être à Radio Métropole. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Métropole. Voilà. Alors, ça va se passer comment? Un concert de musique classique. Vous espérez du monde? On espère faire ça le comble. Et aujourd'hui, nous avons déjà vendu pas mal de cartes. Et ce que nous voulons faire sortir, c'est que c'est un concert de musiciens internationaux, de renommée internationale. Et nous avons un Haïtien, un produit de Sainte-Trinité, Patrick Desrosiers, qui est au violon. Nous avons Jeffrey Solo, c'est un Américain qui est au violoncelle. Et nous avons aussi Yoni Leatov, qui est un Israélien d'origine russe et au piano. Donc ce sont des musiciens qui sont de très haut niveau du Conservatoire de Philadelphie, avec des doctorats en musique, des professeurs qui ont laissé leur famille pendant la Thanksgiving pour venir nous offrir un concert gratuit. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc ils ne sont pas payés pour? Ils ne sont pas payés. Ils ont même fait un fundraising avant de venir et ils ont payé leur ticket. Nous donnons l'hébergement et ils ont même apporté un chèque de $4 000 US au club pour les victimes de Mathieu. Et ils sont tous des étrangers? Tous des étrangers, sauf l'Haïtien qui les a amenés avec nous. Ça se comprend. Oui. Et alors, parlez-nous du programme. Ça va se passer comment, docteur Lafontan? Au menu, nous aurons Chopin, Mendelssohn, Beethoven. Et il y aura une surprise à la fin. Et comme l'a dit Jean-Hervé, c'est un programme vraiment de haut niveau. Par exemple, si on est à New York, on devrait assister à un tel programme au Broadway, ça aurait coûté une centaine de dollars américains. Donc ici sur place, on aura l'occasion d'écouter ces musiciens. Et un concert de musique classique, ça interpelle en général un public select, un public de classe aussi. Et là, vous espérez quel genre de public? Et nous aimons commencer à... Parce qu'il y a la Sainte-Trinité qui fait des concerts classiques, donc nous attendons ce public-là qui est déjà raffiné, qui connaît la musique classique. Mais nous aimons inculquer aux jeunes et aux Haïtiens en général de venir apprécier de la bonne musique. Moi, personnellement, c'est la première fois que je fais de la promotion pour la musique classique. Par exemple, je voudrais savoir si je devais mettre un jeu de lumière ou bien la sonorisation, mais ces messieurs m'ont dit non, c'est pure musique, pas de sonorisation, pas de jeu de lumière. Donc c'est une nouvelle expérience. Moi, pas de bruit, pas de serveur à l'intérieur pour servir. Donc j'apprends en même temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vous allez faire l'expérience pour la première fois aussi, docteur Lafontaine? Oh non. Je suis aussi de la Sainte-Trinité. J'ai fait mes études primaires à l'école Sainte-Trinité et j'ai eu l'occasion de jouer au violon, au violoncelle et à la trompette. Malheureusement, je n'ai pas pu atteindre un niveau très élevé en musique, mais quand même, on s'y connaît. Vous avez privilégié la médecine? Voilà. Alors, dites-nous, en plus du fait qu'on va les connaissances avec une musique spéciale, on sait aussi que c'est au profit des victimes de l'ouragan Mathieu.
avez-vous d'autres raisons pour encourager un Haïtien qui nous suit, qui nous écoute là, à aller participer à ce concert? Bon, pour moi, la raison principale, c'est venir supporter le Rotary Club de Pétionville pour pouvoir aider les victimes du cyclone Mathieu, parce que et là, c'est notre but principal, c'est le fundraising et de vendre le maximum de cartes de façon à pouvoir aider, parce qu'on est là pour aider. Nous voulons aussi inculquer aux jeunes aussi le sens d'aider, le sens de partager, qui est très, très... Et dans notre société qui n'est pas vraiment... on est en train de perdre un tas de nos valeurs. Donc, nous, au Rotary, on veut rebâtir, là, on veut participer, donner notre contribution à rebâtir cette société-là. Donc, ce concert fait partie d'une campagne de levée de fonds que vous avez déjà lancée. Et comment cela marche? Bon, ça marche très bien. Nous avons vendu pas mal de tickets. On compte avoir une salle comble ce soir. Non, est-ce que le concert, c'est la première activité que vous organisez dans le cadre de cette campagne de levée de fonds? Non, je dois vous dire, tout de suite après le passage de Mathieu, nous avions fait un levée de fonds au niveau de notre club. Et c'est ainsi qu'on a été 3 ou 4 jours après. Deux jours après, on a été sur place et on a apporté un camion rempli de nourriture, de vêtements aux cailles. Donc voilà. Et puis entre-temps, on a pu supporter d'autres communautés et grâce aux fonds reçus de nos membres. Oui. OK. Et le Rotary se porte bien? Oui. Le Rotary Club de Pétionville, évidemment. Je pense aussi le Rotary en général se porte bien. Et actuellement, on ne veut pas qu'on nous voit comme une institution de bienfaisance seulement. Et notre président actuel, 2015-2016, non, 2016-2017, je m'excuse, met un accent sur le développement. Nous, au Rotary, on est des agents de changement. Donc, nous allons vers le développement aussi et encadrer les communautés, essayer de les diriger pour qu'ils puissent être, comment on dit ça en français, autosuffisants dans certaines activités, dans l'éducation aussi. Donc, des projets qui sont à long terme. Voilà ce qui nous intéresse. Et vous avez beaucoup de membres? Actuellement, nous avons 39 membres. Mais j'aimerais quand même ajouter... Mais c'est peu quand même. Oui, 39 membres actuellement. C'est le plus grand club d'Haïti, d'accord, en termes de membres. Ah bon? Et nous allons introniser 3 nouveaux membres mardi, donc on sera à 42. Je dois vous dire que nous avons plusieurs domaines d'activité au niveau du Rotary. Nous intervenons au niveau de l'éducation, la santé, le développement économique et local, la résolution des conflits, la jeunesse. Donc, vraiment, nous avons beaucoup de champs d'action. Et nous avons beaucoup d'activités cette année. Oui. Alors, être membre de Rotary veut dire quoi? Le Rotary, on se réunit autour d'un idéal, c'est servir d'abord. Donc, voilà, c'est toute la philosophie du Rotary, c'est servir sa communauté. Et pour devenir membre, on fait quoi? Bon, en fait, le Rotary est une association... Si on ne vous invite pas, vous ne pouvez pas vous déclarer membre. Qui regroupe des professionnels et des entrepreneurs. Voilà, donc il y a des critères pour être membre d'un Rotary Club. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un professionnel réussi, donc vous pouvez devenir un Rotarien. Il n'y a pas de place pour les chômeurs, non? Comme je vous ai dit, historiquement, ce sont des professionnels qui ont commencé le Rotary et on a gardé cette même philosophie, c'est-à-dire c'est une association qui regroupe des professionnels et des entrepreneurs. Et le fonctionnement du Rotary, c'est chaque semaine, une réunion ou chaque mois? Le fonctionnement, normalement, c'est une réunion hebdomadaire, mais selon la nouvelle régulation du Rotary international, on pourrait avoir 2 réunions par mois. Mais nous autres, au Rotary Club de Pétionville, nous avions décidé de garder une réunion hebdomadaire. Revenons au concert, et j'ai comme l'impression que Jean-Hervé Landrin ne fait pas partie du Rotary, puisqu'il s'est tué. Pour la première fois, il n'a pipé mot. Alors, pour le concert, est-ce qu'il y a une tenue qui est exigée pour participer à un concert classique?
Oui, définitivement, on aimerait que les gens puissent venir et au moins, bon, je ne dirais pas tenue de ville, mais au moins décemment vêtu. chic, Élégance. ouais, élégance. So, ouais, il faut une certaine tenue pour apprécier ce genre de musique-là. Je On pense n'acceptera pas de casque, de casquette, de pardon, casquette, de non, casquette, non, de non, jeans, de jeans, tennis, de oui, sandales. oui. Et je ne pense pas que ce public-là qui met les jeans, les casquettes vont venir là assister à ce genre de concert. Donc la question que j'avais posée tantôt a tout son sens quand je vous ai demandé de nous rappeler le public qui est attendu, qui est ciblé. Oui, ça fait sens, mais nous attendons, comme je vous dis, un public connaisseur, le même public de Sainte-Trinité et aussi d'autres gens qui veulent nous supporter. Ouais, c'est dans ce sens-là. Et par exemple, ces messieurs-là sont déjà... Ils étaient là à Sainte-Trinité hier, ils ont travaillé avec des enfants, ils ont fait du bénévolat. Et aujourd'hui, de 11h à 2h, ils vont recevoir les élèves de différentes écoles de musique. Faire la prospère et tout. Ils comptent recevoir environ 300 élèves. Il y aura des élèves de l'école Sainte-Trinité qui seront là, du collège Quatre-Pressoir, les Normaniens réunis. Donc voilà. Et parce qu'ils auront leur répétition de 11h à 2h et ces élèves vont participer à la répétition. Et à la répétition, alors, avant le concert. Avant le concert. Voilà. Et le concert, vous n'avez toujours pas dit où est-ce que ça va se dérouler. Et apparemment, ce sera à l'hôtel Oasis. Oui, c'est à l'hôtel Oasis, à partir de 6h30. Et à partir de 6h30, bon, j'ai insisté, il y a beaucoup de gens qui disent que 6h30, c'est un petit peu tôt avec le blocus. Ils n'auront pas le temps d'aller chez eux pour se changer, mais avec cette situation-là de trafic qu'il y a ces jours-ci, à l'approche de décembre, et je suggère aux gens de sortir habillés, d'aller travailler habillés, et puis après le travail, de passer au concert. C'est à 6h30, mais je sais qu'il y aura des retardataires, donc nous allons commencer le show à partir de 7h. Mais sur la carte, c'est 6h30. Mais un concert de musique classique, c'est un concert de 2 heures de musique ou bien de 3 heures de musique? On a au menu un programme de 90 minutes. De 90 minutes, oui, ok. Avec environ 10 minutes d'intermède. Une autre question, vous espérez, encore vous attendez du monde, je vous ai posé la question avant, mais 1 millier de gens? Non, on a la salle que nous avons à Oasis ne peut prendre que malheureusement que 400 personnes. Donc c'est un public assez sélect, 400 personnes. Et donc nous avons fait, malheureusement, on ne savait pas, nous avons fait 500 cartes. Donc ce matin-là, je vais dans les points de vente des cartes pour pouvoir bloquer 100 cartes quand nous voulons que tout le monde ait un siège. Et c'est très important pour nous. Parce que c'est notre première expérience, nous voulons faire un très bon show. Et hier, nous avons eu l'opportunité, ces musiciens-là étaient dans une réunion, une petite fête où il y avait un troubadour haïtien et ils m'ont demandé de demander au troubadour de jouer Choukoun. Mais je ne savais pas pourquoi. Ils voulaient parce que ce soir, ils vont interpréter Choukoun. Là, vous parlez de Choukoun, c'est au marabout, c'est ça? Oui, Choukoun, la musique traditionnelle haïtienne, qu'ils veulent introduire et le concert avec Choukoun. Ok. Et les modalités de participation? Nous sommes dérisoires de 2000 gouttes par personne. Et nous voulons dire aussi qu'il y aura à peu près 20 minutes d'entracte. Et 20 minutes, il y aura un bar à côté du show. Parce que personne ne peut rentrer il n'y aura pas de serveur à l'intérieur, pas de bruit du tout. Donc pour moi, c'est cette expérience-là que je fais là. Quand vous dites pas de bruit du tout, donc pas de bruit extérieur, non? Oui. Parce que quand même, il y a du bruit dans la musique. Non, même si la musique n'est pas toujours bruit, mais... Non, mais c'est là une définition de la musique. C'est un arrangement de bruit qui sont agréables. À l'oreille. À l'oreille, voilà. À l'oreille, ok. Bon, et entre 6h et, disons, entre 7h et 9h, entre 7h et 9h, il y aura de la musique classique à l'hôtel Royal Oasis.
Et c'est 2 heures de musique, un public de classe est attendu. Et surtout un public qui veut supporter les victimes de Mathieu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, c'est dans l'intérêt des victimes, c'est au profit des victimes de l'ouragan Mathieu. Aucune activité de collecte de fonds ne sera organisée pendant le concert, ou avant le concert ou après le concert, non? Président... Bon, on ne sait pas encore. Vous pensez qu'il y a possibilité? On aurait pu mais si quelqu'un veut donner, voilà. on aura une boîte bien en vue, que si on veut participer, donner quelque chose d'additionnel. Mais je dois vous dire, pour cette période-là de fête, je vais retourner encore au point à la fin du mois, parce que nous avons d'autres activités de fundraising et nous avons une surprise pour le public haïtien à la fin du mois là. À la fin du mois de décembre, non. Du mois de novembre? Non, le mois de décembre. Le mois de décembre. Bon, eh bien, Jean-Hervé Landré et Dr Jacques-Guy Lafontan, Métropole vous remercie d'avoir fait le déplacement. Je vous souhaite du succès. J'espère que ça va bien se passer ce soir à l'hôtel Royal Oasis à partir de 6h30 pour assister à ce concert de musique classique. Est-ce que, juste avant de partir, on peut revenir sur les noms des musiciens qui sont attendus? Pour nous parler de Patrick Desrosiers, en tant qu'artiste invité, Jeffrey Solo et Yoni Leviatov. C'est russe, il est russe, non? Oui, il est originaire de la Russie, mais il est israélien. Il est israélien. Ok. Et ces 3 artistes invités sont déjà en Haïti? Oui, ils sont déjà en Haïti depuis quelques jours. Pour préparer le concert? Pour préparer le concert, pour visiter aussi le pays. Ouais. Et quelles sont leurs impressions? Ils sont sous le charme du pays ou pas? Oui, ils veulent retourner là et travailler avec les jeunes et faire du bénévolat. C'est vraiment extraordinaire. Et pendant cette période-là de Thanksgiving, de laisser sa famille là-bas aux États-Unis pour venir faire du bénévolat en Haïti, c'est vraiment appréciable. Et je dois mentionner aussi que Radio Métropole est toujours là, un partenaire incontournable du Rotary Club de Pétionville. Vous aussi, tous les techniciens ici, nous voulons remercier publiquement et cette station-là qui nous supporte pour la promotion de nos activités depuis des années. Oui. Oui. Et je pense qu'ils ont, en fait, que les intéressés auront à effectuer le déplacement pour aller assister au concert ce soir. Merci encore une fois, monsieur Dr Lafontan et monsieur Landré, merci d'avoir participé et encore une fois, bonne chance et vous souhaite du succès. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole et comme annoncé, au retour, nous aurons le professeur Auguste Demesa pour commenter l'actualité politique. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Demesa est pris dans un embouteillage. Il n'est pas encore arrivé, mais il est en route. On va profiter de l'occasion pour le saluer. Et professeur Demesa, bonjour. Nous comprenons la situation. La circulation est difficile ce matin. Oui, très difficile parce que je reviens de Saint-Marc. Donc, il y a eu des petits pépins sur la route et un gros bouchon sur ce qu'on appelle communément la route 9. C'est ce qui explique ce retard. Et je prie tout le monde de m'excuser. Mais j'espère être en studio live dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Et là, vous serez avec nous, comme je l'ai dit tantôt, pour commenter l'actualité politique. Vous êtes en train de nous dire que vous étiez là-bas, même le jour du scrutin? Non, j'étais à Port-au-Prince du scrutin et j'ai observé un petit peu en prenant contact avec différentes personnes par téléphone à travers le territoire pour savoir comment ça se déroulait. Et bon, je crois que, comme pour le 25 octobre, on a eu une journée relativement calme, ce qui prouve par A plus B que quand l'État, le gouvernement prend les dispositions nécessaires, tout peut se passer dans un ordre relatif. Mais malheureusement, comme il fallait s'attendre, les contestations ont débuté dans la soirée même. Et c'est quoi la comparaison? Est-ce qu'il y a lieu de faire une quelconque comparaison entre le déroulement du scrutin du 20
novembre et le scrutin le scrutin de 2015, d'octobre 2015. Bon, moi je suis convaincu que c'est une vieille antienne qui tout le monde répète. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. Produisent les mêmes effets. La question fondamentale qu'il faut se poser à travers ces élections, est-ce que nous étions prêts socialement, politiquement, sereinement pour organiser des élections en ce moment? Et c'est le gros débat. Et nous avons constaté que nous avons une population qui regarde les sachants lire de ce pays se gesticuler, pour ne pas dire d'autres mots, un autre verbe commençant par M. Et il y a donc un fossé énorme entre ceux d'en haut, ceux qui savent lire, et ceux d'en bas. Cette population nous a regardé avec dédain, je crois, son refus systématique de se déplacer pour aller dans les urnes, malgré la paix relative dans les rues, ce dédain de regarder qu'en un an, l'État haïtien a dépensé 155 millions pour les élections et ce pays a un budget de 110 milliards de gourdes, ce qui fait 8% du budget national. Pour quel résultat? Pour quel changement? Pour quel avenir? Dans quelle perspective? Dans quel but? Cette population a lancé un signal clair aux sachants lire, aux possédants, à la classe politique, que les élections ne constituent pas un fondamental pour eux. Cette population a d'autres préoccupations. Cette population veut voir autre chose. Elle est fatiguée de cette classe politique qui n'arrive pas à proposer une alternative. Cette population est fatiguée de ces gens d'affaires, de cette population riche qui la regarde avec dédain, qui la méprise et qui ne tient pas compte de ses besoins. On a donc dépensé plus d'argent pour cette pseudo-élection que nous avons dépensé pour nous. Donc il faut un peu de respect pour cette population. Oui, mais et c'est là ma très grande préoccupation. Mais nous avons choisi les élections comme pratique ou encore comme méthode pour arriver au pouvoir. Jusque-là, il n'y a pas d'autre moyen pour accéder au pouvoir, professeur. Non, je ne disconviens pas. Je dis qu'on avait le temps quand même de mieux préparer ces élections. Si on lit le rapport de cette commission indépendante, cette commission indépendante a travaillé seulement sur la liste électorale. Or, ce n'est pas un critère suffisant pour avoir de bonnes élections. Premier point. Deuxième point. Cette commission n'a pas eu le temps pour évaluer le mécanisme, pour évaluer le processus. Or, le mal n'est pas une question d'individu qui est président du CEP, qui est membre du CEP. Le mal vient même du système mis en place au niveau des BIV, au niveau des centres de vote, au niveau du choix des mandataires, au niveau de ce centre de tri qu'on oublie. On parle du centre de tabulation en permanence, mais il y a un centre de tri qui décide unilatéralement quels sont les procès-verbaux qui méritent d'être retenus, quels sont les procès-verbaux qui méritent de ne pas être retenus. Il y a aussi ce fameux centre de tabulation que malheureusement, qui contrôle ce fameux centre de tabulation. Je crois qu'on aurait dû prendre le temps pour faire une évaluation des mécanismes, une évaluation du processus et d'arriver à proposer une vraie élection respectant les normes et principes électoraux et qui pourrait nous amener à sortir de cette crise qui demeure, de cette crise qui gruge cette population, qui est à un niveau de misère totale et absolue, mais on veut être heureux et regarder tout ça sans sérénité et continuer à organiser des élections qui seront contestées et qui vont, et si vous voyez bien, ces élections ont créé un fossé énorme. Toutes les élections seront contestées. Alors là, devons-nous comprendre que le professeur plaide en quelque sorte pour une longue transition? Et là, est-ce qu'il y a lieu d'en parler, puisque là, quand même, les élections se sont déroulées dimanche dernier, contrairement aux précédents scrutins qui ont toujours suscité beaucoup de réactions, beaucoup de critiques aussi.
ce n'est pas le cas jusque-là. On n'a pas beaucoup critiqué le Conseil électoral pour le travail réalisé. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Et encore mes excuses, je suis là, bien en face de Wendell pour le voir. Et ça se comprend, ça se comprend. On ne devait pas s'attendre à une fluidité habituelle. Non, il y a plusieurs petits problèmes sur la route 9. Il me semble qu'il y avait des problèmes hier soir. De quel genre? On brûlait des pneus, il y a des voitures qui ont dérapé, qui ont été dans le fossé, donc qui ont bloqué une bonne partie de la chaussée. Donc ça a créé beaucoup de problèmes, donc ça m'a pris plus de 30-35 minutes pour arriver là. Mais vous nous dites que vous revenez de Saint-Marc? Oui, parce que depuis 3 semaines, j'ai été désigné pour ouvrir une nouvelle université publique au niveau du bar Thibonite, donc localisé à Saint-Marc. Donc maintenant je vis un peu plus à Saint-Marc. Vous n'êtes pas fatigué? Je ne suis pas fatigué pour venir au point et parler à mon vieil ami, à mon vieux copain, à mon vieux frère Wendell et essayer de comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Et c'est avec plaisir que je vous accueille sur le plateau, professeur. Alors, on va revenir sur les réflexions que vous faisiez tantôt quand vous nous parlez de... alors, je disais, alors que vous étiez à l'entrée, est-ce que le professeur veut encore préconiser une longue transition, alors que ces élections se sont déroulées dimanche dernier, le CEP n'est pas aussi critiqué que les autres l'ont été. Ensuite, professeur Demeza, il semble que la communauté internationale, de nombreux acteurs impliqués, concernés par ce scrutin, ont salué le déroulement du processus. Ce n'est que hier et avant-hier, il y a quelques partis politiques qui commencent à parler de fraude. On ne parle pas de fraude massive, mais qui commencent à affirmer avoir décelé des problèmes, des irrégularités. Or, à vous entendre parler, on a l'impression que le professeur souhaitait une longue transition. Moi, ça fait longtemps que je maintiens et je soutiens une transition dans ce pays. Nous avons échoué avec la transition en 86 et depuis lors, nous allons graduellement vers des profondeurs abyssales. Personne ne saurait ne pas reconnaître de manière lucide que ce pays est arrivé au bout de son rouleau. Il y a un ensemble de facteurs déstructurants qui ont été perpétués pendant 30 ans et qui ont conduit quasiment à une inefficacité totale des institutions haïtiennes. Cette inefficacité a conduit donc la population à regarder les institutions avec un certain dédain, en sachant très bien que ces institutions ne répondent pas et ne peuvent pas répondre aux besoins de cette population. Quand on me parle d'élections, quand je tiens ce discours par rapport aux élections, on pense que je rêve des temps anciens. Je l'assume. J'ai découvert la démocratie en 1983 quand j'ai été étudié à Montréal. Donc, ça a été un processus pour moi d'apprendre la démocratie. Et j'ai appris aussi à partir de ce moment que la démocratie n'est pas fondée seulement sur les élections, n'est pas fondée sur une constitution, est fondée sur la force des institutions. Si je regarde le fonctionnement de certains médias par rapport à Radio Métropole est une institution forte. Il y a des dérives qui ne sont pas possibles à Radio Métropole. Parce qu'il y a une structure, il y a une organisation, il y a une administration. On peut avoir son opinion, on est libre d'avoir son opinion. Mais il y a un type d'information qu'on ne retrouvera jamais sur Radio Métropole. Wendell Théodore, mon vieil ami, est libre en tant que citoyen d'avoir ses options politiques. Mais je doute que l'institution Radio Métropole accepterait que M. Wendell Théodore invite des gens seulement d'une certaine tendance. On ne le fera Donc, pas. si nous n'avons pas d'institution, on ne croit pas en la justice dans ce pays. On ne croit pas dans notre police nationale. On ne croit pas dans le Parlement. On ne croit pas non plus dans la présidence. Si on ne croit pas dans les 3 pouvoirs
qui devrait incarner la souveraineté nationale, qui devrait incarner la puissance d'État. On ne croit pas non plus en la DGI, on ne croit pas non plus en l'AGD, on ne croit pas non plus en la Radio-Télévision nationale d'Haïti. Donc nos institutions se sont effritées avec le temps. Oui, mais est-ce que c'est une longue transition qui va nous porter à avoir confiance? Est-ce que c'est la transition qui va nous porter à croire? Moi, je propose qu'à travers une transition, qu'il y ait un premier objectif. C'est d'organiser le premier congrès du peuple libre, du peuple haïtien. On a eu le congrès de l'Arcaïe, c'est le congrès des insurgés. Depuis 1803, nous ne nous sommes jamais assis pour définir ce que nous voulons faire de ce pays. Je ne parle pas de route, je ne parle pas de construction d'écoles, je ne parle pas de Haïti is open for business. Je parle d'une vision où l'ensemble du peuple haïtien sera impliqué dedans. Pour que nous arrivions, à travers une stratégie, à travers ce congrès, de dire, dans 50 ans, dans 25 ans, où nous allons arriver, pour arriver à réduire ce fossé. Nous avons des peuples en Haïti, nous n'avons pas le peuple haïtien. Il faut arrêter de se mentir. Celui qui habite dans un quartier riche, qui a EDH, qui a inverteur, qui a génératrice, qui a panneau solaire, soyons sérieux. Il n'a rien de commun avec ceux qui vivent à la Fossette, à Raboteau. Sauf quand ceux qui vivent à Raboteau, à la Fossette, arrivent à obtenir une carte d'identité nationale, arrivent à obtenir un numéro de matricule fiscale, arrivent à obtenir un passeport. Il faut arrêter de se mentir. C'est pas un discours populiste, professeur? Je me refuse d'être populiste. Je dis simplement, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucun lien. Donc nous avons des populations qui vivent en ligne parallèle. Il y a une fracture sociale. Il y a des pauvres et des riches. Moi, il faut qu'il y ait des riches dans ce pays. Oui, mais moi, je reviens de Saint-Marc. C'est 21 jeunes Saint-Marcois qui se sont mis ensemble pour créer une grosse usine d'eau et de glace. Ils emploient 112 personnes. Ils sont 21 à avoir pris le risque de se mettre ensemble. Nous avons besoin de multiplier ces 21 par 1000. Nous avons besoin de multiplier ces 21 par 1000. Ça fait 112 familles qui sortent de l'incertain, qui n'avaient rien comme revenu, qui ont un revenu. Ils ont pris le risque. Et ce sont des jeunes de moins de 30 ans. J'étais étonné et ébahi de les rencontrer, d'en parler à celui qui gère l'entreprise. Il faut voir la vision de ce jeune, incarnant la vision de 20 autres partenaires et associés. Donc il faut qu'on arrive à avoir ce congrès. Qu'est-ce que nous voulons? En 1990, nous étions autosuffisants au niveau alimentaire à 60%. En 2016, nous sommes à 30%. Pourquoi ne pas encourager ces jeunes à investir aussi dans l'agriculture, dans la production animale, en termes de poulet? C'est 1,2 million qui viennent de la République dominicaine. Donc je pense... Qui doit le faire ou qui va le faire? Mais je vais répondre. La Banque nationale de crédit a pour unique propriétaire les 12 millions d'Haïtiens. Nous sommes actionnaires, c'est une banque d'État, appartenant à l'État. Or, nous sommes l'État. Il ne faut pas confondre État et gouvernement. Dans le décret de 2005 portant sur réorganisation de la Banque nationale de crédit, 25% des profits doivent être versés à l'État comme dividende, 10% pour renforcer leur capital et les 65% pour investir dans des projets de développement. La Banque nationale de crédit n'investit dans rien. La Banque nationale de crédit a seulement investi à Oasis. La Banque nationale de crédit n'a aucune politique sociale vis-à-vis des plus faibles. La Digicel, en tant qu'entreprise privée, a construit plus de 150 écoles. La Banque nationale ne peut pas se targuer d'avoir construit une école. La BPH, qui appartient aussi à l'État, ne peut pas se targuer d'avoir construit une école. Donc il faut qu'on en arrive à rebrasser les cartes, à dire qu'on ne peut pas continuer à accepter que 80% de la population vive dans la misère. On dit dans la pauvreté absolue. Mais soyons sérieux, nous savons très bien que la pauvreté, c'est la misère. Il faut arrêter aussi qu'on me dise que nous sommes un peuple résilient. Je suis contre la résilience. Nous devons nous indigner, nous devons nous révolter, nous devons nous rebeller. Nous ne pouvons pas tout le temps accepter la misère. Prenons le pays voisin. Il y a des pauvres, certainement.
Mais il n'y a pas ce taux de misère. Ils ont développé une agriculture et un élevage pouvant donner à manger à leur population. Ils mangent beaucoup de bananes, je ne fais pas de propagande, beaucoup de poulet, beaucoup de salami, très peu de chèvres. Parce que la viande de chèvre est réservée pour une catégorie sociale. Peut-être qu'ils en mangent une fois par semaine. Donc il faut redéfinir tout ça. Ce n'est pas du populisme, c'est de prendre en compte ce baril de poudre et de l'amener à un niveau pour qu'il ne continue pas à être un baril de poudre. Nous vivons sur un baril de poudre. Wendell, tu vis à Jacmel. Tu connais cette misère qu'il y a à Jacmel, particulièrement au niveau des jeunes. N'oublie pas non plus que lors de Mathieu, des hommes venant de Port-au-Prince, chargés de distribuer l'aide, ont créé un phénomène BPT, un phénomène laptop. On l'a défini déjà ici. Comment peut-on continuer à exploiter cette jeunesse sexuellement, parce que cette jeunesse vit dans la misère? Dans une région de Port-au-Prince, je ne citerai pas la zone, il y a un phénomène qu'on appelle plop-plop. Des beaux jeunes, comme ils font un mètre du riz, la crevé, toute jeune finit un grand gouverne à bol, et on paie en nature. Dans Port-au-Prince, là. À 1 kilomètre du palais national. C'est entretenu par qui? Des politiciens ou bien de simples citoyens? Ceux qui ont les moyens d'acheter. Ou encore par une organisation. Ceux qui ont les moyens d'acheter la nourriture, ce sont ceux qui ont une possibilité de troubler la paix publique. Donc, que soit l'État, que soit le secteur privé, finance ce groupe d'hommes, et ce groupe d'hommes s'amuse avec les jeunes filles du quartier. Et c'est une réalité. Il nous faut ce congrès. Et de ce congrès, ce que le docteur Tuneb Delpé appelle les États généraux. Oui, appelez-le comme vous voulez. Vous vous êtes gardé de citer, de dire cette zone, mais ça m'intéresse quand même de réaliser des reportages dans cette zone. Peut-être après l'émission, vous nous passerez l'adresse comme de manière avec plaisir. À je ne veux pas dénigrer cette zone en particulier, mais il faut quand même aller voir. Le deuxième élément important, il faut qu'on ait d'abord une vraie constitution. Parce que 87 n'a pas été une constitution. Quand les Allemands ont été vaincus, les forces alliées ont demandé à leurs vis-à-vis allemands d'inscrire dans la constitution allemande l'exclusion de tout Allemand ayant pris part dans ce mouvement nazi. Ils se sont tous levés. Ils disent nous sommes tous coupables et nous n'accepterons jamais d'exclure un citoyen allemand. Nous l'avons fait en 87. Sans avoir jugé, il fallait juger les potentats du Duvalier. Il fallait les condamner et à partir de ce moment, ils n'auraient pas pu être candidats. Nous avons préféré les exclure. Donc nous sommes partis là, vous parlez sur le mauvais pied. Du fameux slogan « M'acoute pas la dent ». Nous sommes partis du mauvais pied. Nous sommes partis du pied de l'exclusion, qui ne fait que renforcer cette exclusion entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Troisièmement, il faut définitivement qu'on ait une réforme institutionnelle. Nous avons un tas d'institutions budgétivores. L'office des cadastres, qu'est-ce qu'il fout comme travail? Quelle est la rentabilité? C'est un office important. Mercredi et jeudi soir, j'ai rencontré beaucoup de gens, et particulièrement des avocats à Saint-Marc. Le problème terrien, les conflits terriens vont recommencer dans le bar Timonite. Ils ont comme... On n'en parle pas. Moi, je suis très allé déjà. Oui, mais au lieu, est-ce que ce n'est pas renforcer l'institution qui existait déjà? Ah non, c'est renforcer les institutions qui existent. C'est un cadastre qui ne faut rien, donc c'est pas le moyen pour le travail. Pas le moyen pour le travail. Et parce que là, le problème foncier est réel, il existe, c'est vrai, je vous dis là, mais nous pas qu'à abolir, nous pas qu'à éliminer ça, ça ne gagne. Non, bah, jamais d'écraser aucune institution, non. Il faut évaluer toute institution, parce qu'à un moment, on a créé beaucoup de directions générales, beaucoup de directions autonomes. Il faut évaluer est-ce qu'il y a un besoin vrai, qui fonctionne, pour ça pas fonctionner. Et qu'on décide, en un, nous allons renforcer tant d'institutions pour être fonctionnelles, pour être rentable pour la société. Jusqu'à présent, le Centre national de météorologie est logé dans un conteneur de 20 pieds. Nous sommes un pays, nous ne sommes pas un pays à risque cyclonique, nous sommes un pays cyclonique. Chaque année du 1er juin au 30 novembre, il peut y avoir des cyclones dans ce pays. Alors, on prend le bureau des mines. Pour n'avoir pas renouvelé le contrat, n'avoir pas payé le renouvellement de l'abonnement de l'Internet, les sismographes n'émettent plus des signaux au bureau. Nous sommes un pays à risque sismique. C'est parce que ce n'est pas une priorité pour l'État. Alors voilà, donc il nous faut poser ces problèmes. Mais est-ce que vous pensez... Moi, j'aime, moi, il y a des étrangers qui travaillent, une problème qui frappe en Haïti, c'est le transport des êtres humains.
Ça, c'est une. Mais on retourne sur le Centre national de météorologie, qu'on dit qu'il est dans un conteneur. Et depuis le 12 janvier, Bureau des mines, par le fait qu'il n'y a pas acquitté de redevance vis-à-vis d'un fournisseur d'Internet, eh bien, les sismomètres ne fonctionnent plus. Est-ce que ça, c'est au besoin d'un État général de la nation, au besoin d'un congrès, au besoin, comment pas être une Abdelpéril encore, et Conférence nationale. Conférence nationale, est-ce qu'on pensait que nous obligés d'arriver là pour l'État d'avoir les yeux sur ça, alors que chaque fois que il y a un phénomène qui dans d'autres pays apparaît normal ou naturel, nous-mêmes les vignes catastrophiques. Est-ce qu'on est obligé de tendre ça? Oublions fondamentalement dit au début, un mot. On a pendant 30 ans, on a déstructuré ce pays. C'est quand on coden, comme nous disons dans Thanksgiving, ils ont désossé coden. Quand il y a son pays qui a un squelette seulement, il faut mettre chaise sous lui. Parce que, bagay ça, il faut clair, c'est une catégorie sociale qui dit, cyclone babouli, cali en béton, les constructions des normes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vivre. Il n'y a pas vivre. Il faut nous redéfinir le pays, ça. Pour nous dire son pays tout bon. Il faut nous considérer que tout Haïtien, toute Haïtienne, a droit à un certain nombre de services. Je ne dis pas que parce que nous avons un premier congrès, parce que nous avons une réforme constitutionnelle, parce que nous n'avons pas travailler sur l'institution, nous pouvons répondre à besoin de 12 millions d'Haïtiens en un an. Non. On prend un exemple simple. Nous importons, en 2014, on a importé pour 40 millions de gourdes de noix de coco de la République dominicaine. C'est connu. Du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Économie, du ministère de la Planification. Au moins 3 ans, il faut connaître. On cocoyer commence à donner après 3 ans et demi, 4 ans. Et 40 millions, c'est ça qui entre légalement, oui. Nous ne pouvons pas parler de ça qui passe sur la file là. Si nous avons volonté, nous disons, on résout ce problème dans 5 ans. En 1, tant de cocoyer. En 2, tant de cocoyer. En 3, ça nous fait 40 millions en moins de déficit au niveau de la balance commerciale. La quasi-totalité des militons que nous mangeons en Haïti nous viennent de la République dominicaine. Parce que nous faisons production intensive, nous faisons une production réellement vaille que vaille. Donc le producteur haïtien ne peut pas rivaliser avec ce militon produit avec engrais. On dit que dans le temps d'année la privée. La filière mangue rapporte beaucoup d'argent en termes d'exportation. Que nous faisons relance dans la Scaoubas, que nous faisons relance dans des âmes et première section la chapelle Martineau, que nous renouvelons pour augmenter la production dans la zone Gomone. Il y avait un début de production dans l'axe Gressier, Léogane, Grand Goave, Petit Goave, par greffe, on continuait. Dans 3 ans, 4 ans, puis Mango ça, Abbaye Mango. On augmentera parce qu'il y a une demande. Donc, moi, ce que je dis, c'est même redéfinir le rôle des institutions et dans ces états généraux et de définir aussi un cadre programmatique. Cadre programmatique là, c'est de dire voilà ce que nous allons faire sur 25 ans et voici les priorités que nous allons prendre. Donc si nous sommes là, nous continuons à dépenser comme mal, construire des comptes, à faire fort. Professeur, dis-nous, et nous n'avons pas obligé de retourner sur la question élection. Je dis qu'il y a 2 possibilités. Soit que tu as gagné un deuxième tour qui fait, soit que tu as gagné un président qui est élu. Au premier tour, oui. Au premier tour. Maintenant, si professeur, pour t'avoir été un monde qui est positif, qui est au pays, et t'avoir fait bail, monde qui a sorti lui un conseil pour adresser l'ensemble des problèmes qu'on s'est évoqués là. Le prochain président haïtien, t'as gagné pour faire qui ça? Ça, son question la roue de la fortune. La première des choses, est-ce que, quelle que soit la personne élue, c'est de prendre son bâton de pèlerin et de rencontrer les différents acteurs politiques et les différents acteurs économiques. Pas comme Martelly l'avait fait juste pour le bluff, pour montrer qu'il était un grand président, mais réellement pour arriver
à construire un vrai gouvernement d'union nationale, avec des représentants de toutes les tendances, mais les tendances saines. Et que ce gouvernement puisse aller en retraite et qu'on demande à chaque ministre, dans un délai de 100 jours, de présenter un plan, au moins pour les 5 ans, un plan quinquennal. Chaque ministre. Chaque ministère, coordonné par le ministère de la Planification. De façon à ce que moi, je viens là après un an et demi, quand Wendell Théodore posait mon question, je bon document même. Le plan annuel 2017-2018. Voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qu'on a pu réaliser. On peut voir donc les écarts. Et on pourrait donc noter ce gouvernement en termes de qualité de travail. Ce n'est pas de venir me dire qu'on a construit 10 écoles. On a construit ces 10 écoles, pourquoi? Est-ce qu'il y avait un besoin dans la zone? Est-ce que ça rentre dans un cadre programmatique? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un plan annuel de développement? On va construire cette route. Cette route va rapporter quoi? Elle va rapporter quoi? En termes de développement, en termes de protection de l'environnement, en termes de création d'emplois, en termes d'implémentation d'entreprises. Oui, mais il y a pile de mesures, ça, même si on prend, c'est des mesures qui parlent des résultats à long terme, on dit à la limite à moyen terme. Moi-même, je crois et je demeure convaincu que ce pays est possible en 24 mois. Moyen terme. Oui, moyen terme. On peut donc, on peut renverser la tendance. OK, en moyen terme. Maintenant, acuité avec laquelle une série de crises, une série de problèmes, famine, la misère, je t'ai dit là, existé, est-ce que pas gagner des problèmes qui sont capables de résoudre en urgence et immédiatement? Dans le contexte, ça, par exemple, problème la vie chère, problème dollar américain qui continue à monter. Est-ce que le prochain président pas capable d'annoncer des mesures immédiates? Je suis capable de bon exemple. Ramasser Fatra, par exemple. Il n'est pas normal pour y faire politique avec Fatra. N'est-ce pas, professeur? Il a commencé en 91, politique Fatra. Maintenant, est-ce que nous sommes obligés de continuer là-dedans? Est-ce que le président n'a pas des mesures qu'il est capable d'annoncer, de concert avec les mairies, évidemment, pour gérer autrement question Fatra dans le pays d'Haïti? En 1980, du côté du Carrefour Gérald Bataille, le gouvernement de Duvalier avait construit 3 bâtiments. Ces 3 bâtiments devaient servir de centre de tri des déchets ramassés à Port-au-Prince. Ces 3 bâtiments maintenant sont transformés en entrepôts pour PNCS. Oui, on peut créer des emplois immédiatement. Simplement de ramasser bouteilles plastiques, de ramasser les fatras biodégradables dans les rues, de ramasser sachets plastiques, en créant une usine de plastique à partir de ces déchets de plastique pour nous faire sacs poubelles. Il n'y a pas qu'à gérer les fatras à terre. Il faut nous produire des sachets à bon marché pour nous distribuer la population à un prix raisonnable. 3 sachets pour 5 gouttes. Ou pas qu'à demander des humains, et c'est là qui ont commandé des êtres humains. Chaque jour, on pèle dans les mains, sans bottes, sans cache-nez, sans gants, à ramasser des fatras dans la rue à voyer nos camions. Pourquoi ne pas créer des usines de plastique à partir des déchets de plastique, des sachets d'eau, des bouteilles d'eau et autres? Oui, mais ça n'a pas obligé l'État, c'est pas obligé au gouvernement. Écoute, moi je crois... Privé à faire le tout. Je crois dans un gouvernement interventionniste au niveau de l'économie. Pour monter ça, on ne peut pas avoir peur. L'État crée une usine, depuis qu'elle a fonctionné, on crée une bourse, on vend. On privatise. Je ne peux pas attendre que le secteur privé décide. L'État doit être interventionniste. Quand il y a eu la crise en France, avec Alstom, le gouvernement français a commandé des trains, des TGV pour la mettre dans des circuits secondaires. Mais il faut te permettre de sauver 2500, 3000 emplois. Donc, capitalistes, européens, américains, canadiens, disent non, l'État ne doit pas être interventionniste, mais à chaque fois qu'on problème dans l'économie, ils interviennent. Oui, c'est une bonne source. Deuxièmement, le reboisement de ce pays, avec des arbres fruitiers. Nous avons un avion, nous pouvons la gueule pour qu'elle ne peut pas pousser. Demander, ce sera une activité secondaire du paysan.
Deuxièmement, troisièmement, l'artisanat, Wendell Théodore. Jusqu'en 92, on exportait pour 25 millions de dollars d'artisanat dans les États-Unis. Il y a eu ce fameux embargo démocratique. Où sont ces artisans? C'est-à-dire? Vous le savez mieux que moi, vous êtes de Jacmel. Oui. Il y a eu cet embargo démocratique. C'est quoi embargo Maintenant, démocratique? embargo, monsieur Aristide Temet Soudan. Non, c'était pour... Le télévision pour le retour de la démocratie. Pour J'ai dit d'accord, là. c'était pour le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, excusez-moi, l'embargo, le retour à l'ordre constitutionnel. On a eu quoi? On avait 400 000 artisans. Ils sont-ils maintenant? Actuellement, nous reprenons peu à peu les exportations. 6 millions, comparé 25 millions en 92 à 6 millions en 2015. Nous régressons. Nous régressons. L'État donc doit intervenir là pour relancer. On prend un exemple simple. Il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de rasurisme dans la plaine de la carrière. Les paysans finissent où c'est le matin, ils changent bête les places, ils viennent faire artisanat, la presse panier. C'était non monde, m'a fait publicité pour lui, sur monde vraiment pile. Junior Boulos, chaque vendredi il y a un camion, chaque samedi il y a un camion, ils ramassaient ça, ils faisaient toucher cash. Et ils les exportaient. Donc Junior Boulos a fermé boutique. Il faut rappeler Junior Boulos pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, est-ce qu'on peut reprendre cette production. Oui, c'est pour ça que je dis, en 24 mois, on peut changer les choses. On a un argent disponible pour construire une usine de sel à Anse-Rouge. Depuis 304 ans comme là. On a de l'argent pour construire... Qui côté lié? Le ministère du Commerce. 3 ans, Bid Bailino a fait les micro-parcs. Ça fait 4 ans que le projet existait. Il n'y a pas que j'aime fouillon. Seul ça, on fait un clôture pour le micro-parc de Saint-Raphaël. Ça passe pas au courant ou bien... Ah! Ou bien... Qui met les bides ou pas faire avec eux? Si tant ou pas construit le micro-parc là, c'est tant de bides d'abord à l'enjeu. Et on a un blanc qui a mangé 15 000 $ américains par mois de salaire. Ou bien 2-3 haïtiens qui ont comme technicien supérieur, ils ont 5 000 $. Donc qui met les que le micro-parc c'est construit? À Saint-Raphaël, on allait doter Saint-Raphaël d'un moulin à riz où on aurait eu entre 75 et 80% d'extraction. Actuellement, les moulins en usage à Saint-Raphaël, c'est 62%. On augmenterait simplement notre production de riz, simplement en changeant les moulins. Nous avons une piment, c'est une zone qui fait plus piment. Nous avons importé Tabasco, sauce piquante, Red Bull, on va de bagaille. Oui, ce pays est possible. Mais il faut avant tout que les institutions soient fonctionnelles, que les institutions ne soient pas des blocages contre le développement. Donc, il faut redéfinir la mission de ces institutions. Il faut insuffler de nouvelles personnes dans ces institutions. Donc, moi, je parle d'une crise générationnelle. Ce n'est pas l'âge, non. C'est fini. Il y a une catégorie sociale depuis 1986 qui voit ce pays comme s'ils étaient des flibustiers, des corsaires. Il faut transformer ces flibustiers, ces corsaires, en habitants, en boucaniers. Pour atterrir et vivre dans ce pays. Sédentaire. Quelle que soit la personne qui deviendra président, moi j'applaudis. Si le processus électoral aboutit, j'applaudis. Mais le processus électoral va prendre fin, non pas après l'installation du président, mais aussi après les 6 premiers mois du président, pour voir si on va arriver à la stabilité. Si on va arriver à la stabilité. Le processus électoral, ce n'est pas jouer vote là. C'est après installation du gouvernement, côté le praler pendant 6 mois. Parce que dans le niveau misère ça, on ne peut pas continuer à jouer aux pompiers. C'est en même temps aider la population pour le sauter dans sa liée, pour survivre, mais en même temps créer des activités rentables. Créer des activités rentables. Pour que cette population puisse vivre. Transformation des sachets en plastique, ramassage des ordures, reboisement, relèvement de l'artisanat. Moi, je propose depuis 10 ans la création de maisons de l'artisan haïtien à l'extérieur. J'ai fait l'expérience à Montréal comme consul général. Mais c'est une période difficile parce que les gouvernements militaires, les Haïtiens de Montréal ont boycotté. Mais nous créons une maison de l'artisan avec des Haïtiens vivant à l'extérieur dans un partenariat. Il y a pour le local là, il y a payé personnel là, fait aménagement. Moins, ma vend nous conteneur artisanat à crédit. Sous 90 jours.
Nous demandons à notre président d'aller inaugurer ça à New York. Mais si le président est déplacé là à inaugurer New York, le maire de New York est obligé d'être là. Le gouverneur est obligé d'être là, protocole. L'ensemble des ambassadeurs accrédités aux Nations Unies sont obligés d'être là. Donc, premier jour, on doit faire comme le bouc à payer pour remonter les rues. Vous mettez le New York, vous mettez le Paris, vous mettez le Miami, vous mettez l'Atlanta, vous créez 10 maisons de l'artisan. Comme premier stock, vous avez chaque maison de l'artisan pour 400 000 $. Ça fait 4 millions de dollars américains pour les dans la ville. Je suis sûr, je suis certain que si on fait ça, les Wendell viennent là, la bon plus beau sourire, parce que la pour Jacques Mel a changé. Mon qui vient de 5 gouttes là, à me dire, mec là, bah, yo bon, oui, n'a pas couru, la prenez que ça cache ton poisson, la prenez que ça cache ton poule. Oui, ce pays est possible, mais il faut qu'il y ait, malgré tout, et je demeure convaincu, qu'il y ait ce premier congrès, avec un président élu, avec un président non élu. Bon, en fait, c'est une demande. Est-ce que c'est mieux qu'on ne pas camper sous congrès, parce que nous sommes capables de dire ça que dire congrès ou bien autre chose. On chita attendez pour poser les vrais problèmes réels, les problèmes réels du pays. Pourquoi je pense à un congrès? Parce que moi je pense au lieu symbolique. Ok. Alors, donc, la première rencontre se ferait à Boakai Iman, à Kaye. Quand Gérard, dans le sud, qui est un moment important dans l'indépendance là. Parce qu'après la Kaye, l'autorité de Dessalines n'était pas reconnue dans le sud, dans le Grand Sud. La Mondérance s'était proclamée général en chef et contrôlait les organes. Dessalines s'est déplacé après avoir mandaté Geffrard. Il a été rencontré Féou. Goman qui a parlé mal, qui est un chef insurgé, qui n'a pas de jamais ni. Et c'est là qu'il a dit, écoutez, nous avons tous nos torts. Créons il y a là. Après ça, il y a Vertières. Il y a Fort Liberté. La ville où la première déclaration d'indépendance a été faite, le 29 novembre 1803. N'oubliez elle dans l'histoire. Après ça, il y a normalement Gonaïve. Professeur de Mesa, pour congrès ça, ou bien chita attendez ça, conférence nationale, les états généraux de la nation, qu'est-ce que ça nous a besoin? Ou qu'est-ce que ça nous manque que fait le Parlement qu'a fait? Si le fait, tu remets en question certains privilèges de certains groupes sociaux. Tu remets en question cette constitution boiteuse qui crée des problèmes et qui permet à beaucoup de gens de gagner de l'argent. La constitution tellement créé des problèmes dans le pays, il y a des gens qui font l'argent sous lui. Il faut réfléchir sur. Donc ça veut dire que si tu attendais ça pour ta fête, fête là, conduire son réforme institutionnelle, pour conduire son réforme en amendement constitutionnel. Son possibilité de refonder la nation. Bon, je dirais oui, parce que la nation a été quand même fondée. Mais depuis le 3 janvier 1804, nous défendons des nations, on déracine des nations. Moi, je pense qu'il faut nous refonder. Quel rôle politicien nous avons joué dans une démarche comme ça? Ma réponse nous très cynique. Pour moi, il y a une génération de politiciens, il faut repartir à la retraite. L'emballe de génération, ce n'est pas l'âge. C'est l'action. Qu'est-ce qu'il va demander pour aller à la retraite? Est-ce qu'il y a société pour continuer ou bien? Non, sociétaire pour prendre responsabilité. De quelle société on va parler? Il y a des gens quand même dans le pays. Oui, ça va sans dire, c'est certain. Il y a des gens quand même dans le pays. Parce que moi, quand tu m'as parlé, tu m'as dit de venir, moi j'ai accepté et j'ai laissé ce que j'ai à faire pour venir, pour pouvoir parler de cette manière. Et je vous en remercie. Il y a des gens dans le pays. Écoute, quand je vois un petit peu les réseaux sociaux, et c'est là ma peur, la violence des mots au niveau des réseaux sociaux. C'est des clans, ce sont des tribus qui se constituent. Or, dès qu'il y a tribu, dès qu'il y a clan, il peut y avoir guerre. Moi, je sens la violence venir. Je n'annonce pas la violence, mais malheureusement, je sens la violence venir. Parce que la justice étant défaillante, qu'on a tel défaillant, parce qu'il y a un qui dit dans la radio, il faut qu'on a tel qu'à prendre des mesures, éteindre ça pour une semaine, pénaliser mon Dieu. Je ne parle pas de la lecture des procès-verbaux. Des 1000 procès-verbaux paraissent dans le système, tout le monde a l'île. Enfin, elle fait le débat, est-ce qu'il faut l'île? Pas l'île, non, il faut l'île. Du public. Mais ce sont les commentaires qui suivent. Et qui sont dangereux pour ce pays. Là, pour un pays, là, pour une population, qui oublie même comment s'écrit citoyenneté. Qui oublie
qu'il est un être humain. Parce qu'il y a une volonté depuis 1986 de démonisation de l'haïtien. Que vous ne faites quoi haïtien, le pas monde. Les vivre dans n'importe quelle condition. L'accepter n'importe qui bagaille. Yo bafoué. Yo avilil. Ils sont dans état de léthargie. C'est qu'un coup désubstantialisé. Ils zombifié. Toute substance, toute nanan, toute namni, toute cervelle, parti là long côté. Il chita là, l'a commandé. Moi j'étais à Jérémie. Quand tu vois ces jeunes sur la route en train de courir derrière une voiture pour un sachet d'eau, pour un bonbon guarina, mais merde, où est donc ce foutu gouvernement? Où sont donc les hommes et les femmes de ce pays? Reposons la problématique. Je ne suis pas populiste, je fus communiste. Et j'assume toujours d'être un socialiste convaincu. Je suis sûr qu'il nous faut des hommes et des femmes pour investir, pour créer la richesse. Je ne peux pas le faire, j'ai fait le choix d'être un professeur d'université. C'est pour ça que je salue le travail de ces 21 jeunes à Saint-Marc. Il faut que les gens pour investir. Il faut faire un pile cob pour créer plus d'emplois que 112 là. Mais excusez-moi, Wendell. Nous ne pouvons pas regarder les gens qui vivent dans l'état ça. Tu le sais, tu es de Jacmel. Dernièrement, j'étais à Jacmel. Nous sous port là. On voit à 8h du soir cette arrivée massive de jeunes filles, mini-jupées. Il y a des majeurs de 18 ans, il y a aussi des mineurs. Nous le voyons, nous l'assistons. Allez donc au Champ de Mars. Du côté du Mupana le soir, ce sont les lesbiennes. Du côté de Triomphe, ce sont les homosexuels. Pas dire nous pas pour magasin ça yo. Il ne pas vivre dans le même pays. La personne, moi j'assiste à une scène. On a arrêté une mineure de 15 ans. Il aurait convoqué maman. Maman dit, me fin 3 grands monde c'est pour travailler pour manger. Nous avons 111 ans, pareil m'a parlé pour le prendre la rue. S'il n'a pas fait ça, c'est Ravette qui a fait ma fixe de chaudière. Comme s'il ne pas déconner qu'il y a un tas de jeunes filles dans les rues, c'est à le travail dans la rue, avec un petit papier cheveux blancs, même j'avais même, pour qu'elle aille manger dans le là. Donc, si vous ça, qu'est-ce qui est chef de famille? Non, maman ou papa? Alors, vous allez me dire que nous allons résoudre ça comme ça? Avec ce yin-yang qu'il y a dans le truc? Ben, écoutez, si ça continue comme ça, il faudrait que ces gens continuent à avoir la décence de déclarer Pétionville République indépendante. Une catégorie sociale qui ne peut pas carrer de Pétionville. Parce que ces gens de Pétionville ont payé ces élections. C'est-à-dire? Ah, ils ont payé ces élections. Écoute, il y a des candidats qui avaient énormément d'argent. Cet argent vient d'où? De certains possédants qui ont décidé de renforcer leur position. Pas de renforcer leur position en créant des emplois pour réduire la misère. Je reviendrai. Merci, professeur. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Comme dimanche, nous allons avoir les résultats préliminaires. Nous souhaitons que cette population pourra garder son calme, ou elle pourra protester sans mettre le feu dans les marchés. Surtout, les marchés appartiennent à l'État et appartiennent aux plus pauvres. Vous avez détruit la vie de beaucoup de femmes à Pétionville et à Limbé. Nous, c'est pas bouler en cas de résoudre le problème, non. C'est organiser pour l'organiser, et il faut refuser d'accepter 500 gouttes là. Comme ça a été fait dans tout le niveau du plateau à Mirbalais et à Hinche, où certains candidats, au vu de tous, avaient des valises de pétion, 500 gouttes à l'entrée, 500 gouttes à la sortie. Ne venez pas me dire que tout s'est passé dans l'ordre et selon les normes de processus électoral. Non. Merci encore une fois, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 groupes d'invités aujourd'hui. Jacques-Guy Lafontan et Jean-Hervé Landré, dans le cadre du concert que le Rotary Club de Pétionville organise à l'hôtel Oasis ce soir. Et dans un second temps, le professeur Auguste Demisa pour commenter l'actualité politique, surtout les élections. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.
Le Point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.